Bonjour mes amis et bienvenue de retour. C'est vendredi mes amis, la fin de la semaine et vous savez ce que cela signifie. Cela signifie un ciel bleu froid à la fin de la journée, mais pas avant que nous regardions ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie, et c'est magnifique aujourd'hui. Je vous dis tellement de premières choses et ça. Premièrement, je veux dire des premières fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous parlons du F-35 qui abat un autre avion de chasse pour la F-35 de son existence. Nous parlons d'un sous-marin des États-Unis qui coule un croiseur iranien. C'est la 4e fois qu'un sous-marin coule un autre navire de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela sera abordé dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est une journée de folie, mec. Mais d'abord, regardons pourquoi les États-Unis n'ont pas de soins de santé gratuits. Dans ce navire commercial civil, les marins observent ce qui semble être un missile de la liberté. Missile de liberté, de démocratie et d'aigle. Parce que c'est pour cela que les États-Unis n'ont pas de soins de santé gratuits ni d'éducation gratuite. Parce que ces Tomahawks continuent de voler vers l'Iran, vers Téhéran, pour y apporter aussi un peu de liberté et de démocratie. Vous pourriez demander « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Eh bien, regardez ceci, mes amis. Ceci est la capitale de l'Iran. Téhéran. C'est le choc et la stupeur. Comme je l'ai dit auparavant, les gars qui filment ça sont sous le choc et toi et moi, nous sommes impressionnés par cette puissance de feu magnifique. Nous allons aborder les infos principales, mais d'abord je veux vous montrer quelques vidéos impressionnantes. Par exemple, vous ne savez peut-être pas ce qu'est un Phalanx ou un Sea-Wiz. Vous savez, c'est à peu près comme un A-10 Warthog mais au sol, conçu pour détruire des missiles balistiques et des drones. L'arme de saignée. On ne voit pas vraiment cette arme utilisée en combat. On la voit généralement seulement à l'entraînement. Mais ici, elle abat réellement des drones et des missiles iraniens. Cela s'est produit sur la base militaire américaine à Erbil. Et c'est tellement beau. J'aime tellement ce système d'armes. Regarde ce spectacle laser digne de Star Wars. Combien? C'est 60 tirs par seconde, je crois? Et il vient juste d'abattre une menace aérienne. Encore une fois, c'est un système d'armes très coûteux à entretenir et à posséder, et ces munitions ne sont pas bon marché. C'est du 30 mm, non? Ce sont des balles énormes, et il y en a 60 par seconde, c'est ça? Corrige-moi si je me trompe. Mais encore une fois, c'est pour ça que l'Amérique n'a pas de soins de santé gratuits. Et avant de continuer, je pense que je dois consacrer un moment aux 4 soldats américains identifiés comme morts au combat, victimes des attaques de missiles et de drones iraniens. Je vais vous lire leurs noms et vous pouvez voir leurs photos à l'écran. Capitaine Cody Cork, 35 ans. Sergent-chef Nicolas Moore, 39 ans. Sergent-chef Noah Jettens, 42 ans, et sergent Declan Koweïti, 20 ans. Ces soldats ont perdu la vie à cause de missiles et de drones iraniens. Qu'ils reposent en paix. Ils sont les 4 premières victimes américaines dans la guerre contre l'Iran. Mais maintenant, mes amis, passons aux informations que vous voulez et que vous méritez. Pour la 4e fois depuis la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est la 4e fois qu'un sous-marin coule un navire de guerre. C'est confirmé, l'Iris Dena, qui est un navire de guerre iranien, a été coulé par une seule torpille Mark 48 qui s'est dirigée vers l'hélice, tuant tout le monde dans la salle des machines et sur le pont d'hélicoptère. Bon sang. Il semble que ce soit un USS Minnesota de classe Virginia, basé à Guam, le plus rapide et le plus silencieux de l'escadron 15. Et bien sûr, vous pensiez qu'il n'y avait pas de vidéo. Il y a une vidéo, mes amis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses n'arrive plus du tout. Regardez-moi ça. C'est l'Iris Dena. Le radium exporté à travers les vagues. Regardez comme le navire explose littéralement vers le haut. C'est fou. Quelle puissance de feu transporte la torpille Mark 48. C'est absolument fou, incinéré. Et le navire a coulé sur le champ. Voilà à quoi ressemble la Mark 48. C'est absolument hallucinant. Je n'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Parce que oui, nos pères, les gens qui sont vétérans, par exemple, de la guerre du Vietnam et de la guerre de Corée, ils n'ont pas vu de sous-marins couler des navires de guerre parce que ça n'est tout simplement pas arrivé pendant ces guerres. Mais ça s'est produit maintenant. Juste pour illustrer à quel point ce moment est rare, c'est un moment historique. Les gens en parleront encore dans 50 ans,
Les sous-marins ont coulé plus de 2000 navires de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement 4 navires de guerre ont été coulés par des sous-marins au cours des 80 dernières années depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est à quel point le naufrage de l'Iris Dena est rare. En 1971, cela s'est produit. En 1982, cela s'est produit. En 2010, lorsque les sous-marins nord-coréens ont coulé le navire de guerre sud-coréen. Et cela vient de se produire en 2026, donc seulement 4 fois. Nous sommes témoins d'un moment historique, mes amis. Maintenant, je vous présente une liste de tous les navires iraniens, de tous les bâtiments de la marine iranienne qui ont été coulés ou détruits par les États-Unis. Et bien sûr, nous commençons avec l'Iris Shahid Bagheri, qui est le navire civil converti en porte-drone. Porte-drone et porte-hélicoptère. Oui, c'est censé être comme un porte-avions iranien, sauf qu'ils n'ont pas cette capacité, alors ils en ont fait un porte-shahad. Voilà ce que c'était. Il a coulé dans les premières heures de la guerre. Et tous ces navires, tout a coulé. Tout a disparu. Toute la marine. Et tu sais, ça donne vraiment une mauvaise image pour la Chine. Pourquoi ? Surtout pour la Chine ? Parce qu'une grande partie de ces navires avaient de la technologie chinoise, du matériel chinois à bord. Je veux dire, l'Iran achetait pour 2 pays, auprès de 2 pays. La Chine et la Russie. Des systèmes de défense aérienne provenant des 2 pays, mais surtout de la Chine. En fait, c'est encore pire. La Chine a vu l'armée américaine, au cours des 2 premiers mois de 2026, agir rapidement pour mettre les dirigeants d'un allié, le Venezuela, dans une prison fédérale américaine, et un autre allié, l'Iran, dans des cratères gigantesques. En parallèle, Xi poursuit l'épuration de ses généraux, ce qui nuit à l'image de la Chine. Non seulement pour ces raisons, mais aussi parce que la Chine était l'un des plus grands clients achetant du pétrole iranien. La Chine obtenait le pétrole iranien à un prix vraiment bas. Si ces livraisons de pétrole s'arrêtaient, ce serait une mauvaise nouvelle pour la Chine. De plus, cela donnerait une très mauvaise image, car leurs systèmes de défense aérienne n'ont rien fait contre les moyens aériens américains. Passons maintenant au prochain moment très historique. En fait, c'est la première fois dans toute l'histoire. Parce que le F-35, la toute dernière plateforme de chasseurs du monde, la meilleure aussi, n'a jamais abattu un autre chasseur lors d'un combat aérien ou d'un duel aérien. Ce n'était pas vraiment un duel aérien, car c'était un combat très déséquilibré puisque le F-35 est furtif et que le Yak-130 ne l'est pas. C'était presque comme un tir au pigeon pour le F-35. Mais comme c'est quand même la première fois que cela arrive, la vidéo ne nous montre pas grand-chose. Elle montre juste un peu de résidus dans le ciel provenant des missiles. Mais les FDI ont publié des images d'un F-35, interceptant et détruisant un Yuk-130 iranien au-dessus de Téhéran. C'est la première fois dans l'histoire qu'un F-35 abat un avion lors d'un combat aérien. Encore une fois, un moment historique. Ils s'en souviendront. Mais oui, si vous pouvez imaginer, cet avion ici n'est pas furtif, il n'est pas rapide. Il n'a pas la puissance de feu, les radars ou la technologie comme le F-35, donc c'était pratiquement une exécution aérienne. Mais malgré tout, c'est la première fois. Mais laissez-moi vous demander, mes amis, peut-être que vous vous posez aussi la question, quel est le coût de tout cela ? Quel est le coût ? Eh bien, la vidéo a commencé avec moi disant qu'il n'y a pas de soins de santé gratuits en Amérique. Il y a une raison à cela. Nous avons vu ces Tomahawks passer. Quel était le vrai coût de cette guerre ? Eh bien, nous avons les estimations. Le coût de la guerre avec l'Iran pour les États-Unis est d'environ 1 milliard de dollars par jour. Selon les estimations des médias occidentaux, maintenir 2 porte-avions pourrait coûter environ 13 millions par jour, putain. Environ 43,8 millions pourraient être dépensés uniquement pour 1250 drones suicides, un prix de 35 000 chacun. Et ça, c'est le Lucas. Ah bah coup. Désolé, j'ai oublié le nom. Shaw avait une copie de l'Amérique, tu sais. Faire voler des V2 Spirit coûte entre 130 000 et 150 000 euros par heure de vol. Mince, ces heures de vol coûtent vraiment cher en maintenance. C'est pourquoi les Russes n'entretiennent pas leurs appareils, qui continuent de tomber du ciel, car cela coûte cher et demande beaucoup d'heures de travail. 150 000 par heure de vol. Les missiles de croisière Tomahawk coûtent environ 2 millions chacun. On a vu cette vidéo où ils passaient entre. Ça fait 2 millions, 2 millions, 2 millions, boum. Avec 2 millions, tu construis une école où tu obtiens un Tomahawk de la liberté. Et les missiles intercepteurs, COD, coûtent environ 12,8 millions chacun. Purée.
C'est tellement cher. Le Pentagone va probablement demander 50 milliards de dollars supplémentaires pour un financement militaire d'urgence. Ouais, je vais même pas faire semblant de comprendre ce qui se passe dans le budget des États-Unis. Ça ne me regarde pas du tout. Je veux juste dire que cette guerre coûte cher et je suis tellement content qu'elle ait lieu. Je ne vais même pas le cacher. L'Iran est l'ennemi du monde libre. Bombardez-le jusqu'à l'âge de pierre. Et je dois dire merci aux Américains de payer ce prix. Je dois vraiment les remercier, honnêtement. Oui, parce que l'Iran enverrait ses drones à la Russie, les enverrait en Ukraine. Maintenant, cela n'arrive pas. Donc merci. 50 000 soldats des États-Unis. Des avions de chasse et 2 porte-avions mènent des frappes 24 heures sur 24 contre l'Iran, du fond de la mer à l'espace et au cyberespace, avec encore plus de moyens en route, et c'est officiel selon le CENTCOM, c'est fou. La plus grande armée du monde a consacré 2 groupes aéronavals et 50 000 soldats à cette guerre. Ce n'est pas une opération militaire spéciale comme ils l'ont eux-mêmes appelée, une opération spéciale, je ne sais même pas quel nom ils lui ont donné. C'est une guerre à grande échelle. La seule chose qui manque, ce sont des troupes au sol. Mais vous n'en avez pas besoin si vous avez une supériorité aérienne écrasante, ce que les États-Unis possèdent. Mettre des troupes au sol ne leur apporterait rien à ce stade, à part des pertes. À mes yeux, personnellement, les États-Unis nous ont montré comment mener une blitzkrieg aérienne et ils ont prouvé qu'ils sont la meilleure armée du monde. Et personne ne s'en approche. Honnêtement, je suis impressionné en regardant l'opération Fureur épique. Mes amis, lors de ma dernière mention des membres mensuels de Buy Me a Coffee, dans la vidéo précédente, vous avez apprécié et vous êtes inscrits. 4 nouveaux membres se sont inscrits, ce qui me rend très heureux. Cela me permet de continuer à faire ces vidéos, ce qui est toujours ma principale source de stress, vous savez, si je peux continuer à faire ça. Il s'avère que je peux, grâce à ces 4 personnes, et je vais maintenant écorcher leurs noms. Dallas Dorrington, Shavan Eland. Somaona veut rester anonyme. Eh bien, merci Somaona, Rebecca Harrington. Nous avons Talas Torrington et Rebecca Harrington. C'est vraiment gentil. Merci. Si vous aimez ma chaîne, offrez-moi un café via le lien en description. Poursuivons sur la guerre en Iran, car nous avons plus d'informations sur la façon dont l'ayatollah Khamenei a été touché. Dans chaque vidéo, il y a de nouveaux détails à ce sujet et ça devient de plus en plus croustillant. Voici comment l'attaque contre Khamenei se serait déroulée. Israël a donné l'impression que l'armée fermait pour le dîner du Shabbat. Des photos montrant des généraux quittant le quartier général, puis ils sont revenus discrètement plus tard, déguisés. Incroyable. Pendant ce temps, Israël avait déjà piraté le réseau de caméras de Téhéran et surveillé les gardes du corps de Khamenei depuis des années. Au moment venu, ils ont brouillé une antenne téléphonique à proximité pour qu'aucun avertissement ne puisse passer et ont lancé des missiles Blue Sparrow. Le genre de missile qui va dans l'espace et redescend. Presque impossible à intercepter. Khamenei, sa femme, des membres de sa famille et Ahmadinejad ont tous été tués ce samedi matin-là. Des années de préparation, quelques minutes pour exécuter. Bon sang. Et qu'est-ce qui était censé défendre Khamenei ? Eh bien, nous savons exactement quoi. C'étaient les S-300 et S-400 russes, ainsi que les systèmes de défense aérienne longue portée QG-9B chinois. Regardez-les. Ces engins qu'Iran a achetés à la Chine et ils les ont reçus. Ou encore l'année dernière, en 2025, ils ont reçu le dernier lot de ceux-ci. Quand était-ce ? L'Iran les a reçus de la Chine. C'était en juillet 2025 qu'ils les ont reçus. Et c'était en février-mars 2026. Quand ceux-ci n'ont rien fait pour défendre Khamenei. Et les pays qui achètent ces systèmes de défense aérienne chinois, plusieurs pays en fait, ils reconsidèrent leurs discussions avec la Chine. Parce que ce système de défense aérienne, le QG-9B, s'est révélé complètement inutile. Et il est cher. Très bien, regardons la riposte iranienne. Ils ont tiré beaucoup de drones, beaucoup de missiles. Maintenant, bientôt, presque une semaine s'est écoulée, et nous avons les statistiques sur combien ils en ont exactement tiré et combien ils n'en tirent plus maintenant. Voici le graphique. 28 février, 1er mars, 2 mars, 3 mars, 4 mars, et voici la projection. D'habitude, c'est quoi ? Une baisse de 50%, une baisse de 30%, une baisse de 58% par jour des missiles et drones iraniens tirés. Vous pouvez voir le graphique de charge, il chute de façon exponentielle.
ce qui signifie que l'armée de l'air israélienne et celle des États-Unis ont éliminé la majorité des lanceurs. Pour lancer des missiles balistiques, l'Iran a besoin de grands lanceurs de type camion, pas de n'importe quel véhicule ou pick-up. Un véhicule spécifique est nécessaire. L'Iran avait environ 400 de ces véhicules, 300 d'entre eux ont maintenant été complètement détruits par des bombardements mis hors d'état de nuire. Ils dorment avec les poissons. J'ai de nombreux graphiques différents qui montrent la même chose ici. C'est juste pour l'illustrer avec le graphique qui vous plaît le plus. En voici un autre. Lancement de missiles balistiques et de drones iraniens à ce jour. Ça diminue. Cela montre clairement que les tactiques de l'armée de l'air israélienne et américaine fonctionnent. Ces statistiques ne mentent pas. L'Iran a tiré 538 missiles balistiques sur 4 États du Golfe lors des 4 premiers jours de la guerre. La défense aérienne du Golfe en a intercepté 521. C'est un taux de réussite de 97%. C'est fantastique. Ce qui est moins fantastique, c'était que presque toutes ces interceptions ont été réalisées avec des Patriots, qui sont l'un des moyens les plus coûteux d'intercepter un missile ou un drone. Regardons les chiffres. Le ratio d'interception n'est pas d'1 pour 1. En général, on tire 2 à 2 missiles et demi-intercepteurs par missile. Les chiffres. 521 missiles balistiques interceptés à travers les drones, le Koweït, le Qatar et Bahreïn. À 2 tirs par missile, cela fait 1040 intercepteurs utilisés. Combien de PAC-3 Patriot les 4 États du Golfe ont-ils dans leur inventaire ? Eh bien, au total, ils sont censés en avoir 1775, dont 1000 ont déjà été utilisés. Vous voyez donc le problème ici. Ils ne peuvent pas suivre le rythme. Les missiles Patriot sont produits donc très lentement et ils sont très chers. L'Iran a lancé ses drones et missiles bon marché comme s'il s'agissait de déchets. Donc en gros, vous interceptez des déchets avec des Lamborghini. C'est possible. Le Patriot est vraiment très efficace pour ça, mais c'est tellement cher. Voilà le problème ici. Vous voyez le problème. Le Moyen-Orient pro-États-Unis va manquer de missiles Patriot. Le combat en ce moment, c'est de savoir si les États-Unis et Israël peuvent détruire les lanceurs iraniens avant que les missiles Patriot ne soient épuisés. C'est là-dessus que porte le combat en ce moment. Et la réponse nous parviendra d'ici une semaine. D'ici une semaine, nous saurons l'un ou l'autre. Au fait, je parle toujours de ces lanceurs détruits, les lanceurs iraniens. À quoi ressemble-t-il réellement ? Eh bien, voici un lanceur de missiles balistiques iranien typique. Voilà à quoi il ressemble avant d'être détruit. Voici à quoi il ressemble lorsqu'il est libéré, quand la liberté s'est étendue sur lui. Vous savez ce qu'on dit à l'Église, laissez Jésus, vous savez, entrer en vous. Eh bien, ce lanceur de missiles balistiques iranien a laissé la liberté d'un Tomahawk américain entrer en lui. Je m'amuse beaucoup trop ici, comme vous pouvez le voir. Ici, sur la carte, vous pouvez voir la liste des pays que l'Iran a attaqués. Et beaucoup de ces pays, près de la moitié d'entre eux, étaient neutres envers l'Iran il y a seulement une semaine. L'Iran a frappé ces pays. Par exemple, prenons l'Azerbaïdjan. Cela s'est produit seulement hier. Ils ont frappé l'Azerbaïdjan délibérément. L'Azerbaïdjan n'était certainement pas contre l'Iran. Ils étaient plutôt neutres à son égard. D'autres pays étaient également neutres, mais l'Iran les a frappés, les transformant ainsi en ennemis. Certains de ces pays, après avoir été frappés par l'Iran, ont permis aux États-Unis d'utiliser leur espace aérien pour les avions ou leurs bases. Donc personne ne sait vraiment pourquoi l'Iran a fait cela. Ils ressemblent au Troisième Reich dans les derniers jours avec les fusées V2. Elles n'ont rien changé, mais c'était purement des armes de terreur. Les régimes mourants font toujours cela. Ils veulent entraîner le monde avec eux, faire exploser le monde entier. C'est pourquoi l'Iran ne doit jamais avoir d'armes nucléaires. Voilà ce qu'ils feraient s'ils étaient non menacés. Maintenant, passons à l'Ukraine, mais restons au Moyen-Orient, dans le contexte de la guerre iranienne. Parce que Volodymyr Zelensky lui-même rapporte que nous avons reçu une demande des États-Unis pour un soutien spécifique à la protection contre les Shahad dans la région du Moyen-Orient. J'ai donné des instructions pour fournir les moyens nécessaires et assurer la présence de spécialistes ukrainiens capables de garantir la sécurité requise. L'Ukraine aide les partenaires qui contribuent à assurer notre sécurité et à protéger la vie de notre peuple. Gloire à l'Ukraine. Les Ukrainiens sont réputés pour intercepter les drones Shahad à très faible coût. À grande échelle, on parle de centaines par jour. Ils ont des drones intercepteurs très bon marché.
de cette taille, semblables à des mini-missiles, coûtant seulement quelques centaines de dollars chacun. Ils ont aussi des postes mobiles, avec des mitrailleuses de calibre 50 simplement montées à l'arrière des camions. Et ils ont des télémètres laser et des viseurs qui identifient simplement les Shahads et ils les abattent. Tous ces gens ont des heures d'expérience innombrables à abattre ces cibles, ce que les armées du Moyen-Orient n'ont pas. Ils n'ont tout simplement pas eu l'entraînement. Donc si l'Ukraine partage ce genre d'expérience et cette technologie, ce sera un énorme coup de pouce pour la défense contre les Shahads pour les pays du Moyen-Orient, et ils en ont vraiment besoin. Et je trouve ça beau que les États-Unis aient réellement demandé ce genre de soutien. Zelensky montre ici qu'ils veulent aider. Ils veulent vraiment aider, s'ils en ont l'occasion. Et ils le font. Franchement, je suis content de voir ça. Très bien, maintenant le sujet passe à la guerre russo-ukrainienne. Je veux dire, tout est lié. C'est une seule et même guerre. Au final, c'est la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, c'était la Syrie, c'était le Venezuela contre le monde libre occidental. Bon, maintenant passons à une autre partie de cette grande guerre. La marine ukrainienne a abattu un hélicoptère russe, un Ka-27. Nous avons cette photo. Je ne peux pas garantir que c'est la photo, mais elle a été publiée avec ce rapport. Pensez-vous que les Russes peuvent réparer cet hélicoptère avec du ruban adhésif ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est un K-27 en moins. Très rapidement, regardons la carte pour voir comment se déroule la contre-offensive ukrainienne dans le sud. Elle progresse régulièrement. Ils gagnent du terrain, ils ont en fait dépassé Verbova juste ici, il y a environ une semaine. Ils étaient à les abords de ce village. Maintenant, ils l'ont dépassé, donc ils repoussent les Russes. Et bien sûr, ces flancs devront être repliés. Mais les Russes ne retirent pas leurs forces, donc ils seront encerclés. C'est le résultat habituel. La dernière fois qu'ils se sont repliés, c'était à 2 occasions. Ils ont fait ça à Kharkiv en 23. En fait, c'était à l'automne 22, et ils ont fait ça à Kherson à l'automne 22. Ce sont les 2 dernières fois où les Russes se sont repliés pour sauver leurs hommes. Ils ne font plus ça ensuite et préfèrent être encerclés. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que les Ukrainiens attaquaient massivement le port russe de Novorossiysk sur la mer Noire. Eh bien maintenant, nous avons plus d'informations sur ce qui a été frappé exactement, et c'est important. Novorossiysk abrite de nombreux navires de guerre russes qui sont presque toujours là. Eh bien, une analyse satellitaire conjointe de Cyber-Borochno et Exile-Nova de la base navale de Novorossiysk montre des dommages probables sur 6 navires de guerre russes. Très bien. Frégate Amiral Essen et Amiral Makarov. Dragueur de mine, Valentin Bikoul et Ivan Golubiet. Corvette Kazimov et Jask et dragueur de mine. Projet 12700. Une analyse plus approfondie est en cours, les premières évaluations suggérant que les dégâts pourraient ne pas être importants. Donc un peu endommagés, mais un si grand nombre de navires, tous un peu endommagés, c'est quand même très mauvais pour les Russes. Le fait que les Ukrainiens puissent endommager un si grand nombre de navires russes dans le port est déjà stupéfiant. Et pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, regardons les nouvelles informations que nous avons reçues concernant le transporteur russe de GNL, gaz naturel liquéfié, que l'Ukraine a frappé. C'est fou parce que l'Ukraine n'avait jamais frappé ces transporteurs alors qu'ils étaient pleins. Eh bien, celui-ci était plein. Comment pouvez-vous le savoir ? Eh bien, regardez le type de trou qui a été laissé après l'explosion. Il a été attaqué simultanément par 4 drones et 2 drones maritimes. 4 depuis les airs et 2 depuis la mer, tous frappant au même endroit, créant un trou énorme. L'inondation est intentionnelle ici, et le feu a été vu à 100 km de la mer parce que la lumière voyage, vous savez, très loin sur la mer. Oh oui, on peut aussi le voir de près, c'était en train de brûler. Pour comparaison, juste pour montrer à quel point ces frappes sont coûteuses. Le coût de construction d'un transporteur de GNL de 135 mètres cubes est d'environ 170 millions de dollars, selon les prix de 2018. En ce moment, c'est environ un quart de milliard. Donc c'est une perte énorme. Le gaz à l'intérieur coûte environ 50 à 60 millions de dollars. Le navire lui-même coûte 200 millions. C'est une explosion très coûteuse et le navire est définitivement irréparable. Un quart de milliard avec 6 drones. C'est de ça qu'on parle. Le retour sur investissement ici, c'est incroyable. Mes amis, c'était ça. De bonnes nouvelles dans cette vidéo, je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi.
Alors si vous aimez ma chaîne et ce style de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de devenir membre. Et offrez-moi un café pour que je puisse écorcher votre nom jusqu'à l'oubli et au-delà. Jusqu'à ma prochaine vidéo, Slavo Klini et au revoir.